Bienvenue sur le subreddit Malicious Compliance, où les gens font exactement ce qu'il leur est demandé. La première histoire est postée par LXS7328. C'est arrivé il y a environ 18 mois. J'ai trouvé les papiers ce matin et j'y ai repensé. Je traversais un méchant divorce, avec des contrats de mariage qui disparaissaient, et mon ex faisait des menaces contre ma petite entreprise. Lorsque la déposition est arrivée, elle a demandé des tonnes d'informations sur mon entreprise. Transactions bancaires, déclarations fiscales, etc. Et tous les documents concernant les ventes ou les acquisitions d'actifs. J'ai d'abord repoussé et dit que la charge administrative était excessive. Ils m'ont répondu « bonne chance ». Puis j'ai résisté avec l'argument que je refuse de fournir des informations qui nuiront à mon entreprise et aux autres actionnaires. Nous avons finalement convenu que seuls les avocats auront accès au dossier de l'entreprise. J'ai demandé à plusieurs avocats quelles étaient exactement les règles que je devais respecter pour me conformer aux demandes. Version courte. Chaque demande numérotée doit être présentée séparément. Je ne peux donc pas simplement jeter toutes mes réponses dans une boîte ensemble. Dois-je envoyer une boîte? Non. Une autre organisation est-elle nécessaire? Non. J'ai répondu avec un zèle qu'ils n'attendaient pas. Je leur ai donné tout ce qui correspondait à leur demande. Comme cela a été demandé à l'entreprise, j'avais le droit d'utiliser les employés pour préparer mes réponses. Nous avons donc été 5 à nous mettre au travail. J'ai donc imprimé des relevés bancaires et des rapports de transactions bancaires sur 7 ans pour 10 comptes. Je les ai jetés dans une pile et j'ai mélangé le tout. Une question, une réponse. En tant qu'entreprise basée sur les stocks, chaque transaction de vente est un changement d'actif. J'ai donc ajouté tous mes relevés de vente à cette demande. J'ai imprimé des étiquettes pleine page orange vif, identifiant clairement l'affaire. La question est « document d'affaires, avocat uniquement ». Puis j'ai attaché les piles très serrées les unes aux autres, en piles d'environ 30 cm de haut, avec des sangles d'emballage de 500 kg. Cela fait une bombe de paperasse qui explose avec environ 3000 feuilles de papier lorsque tu coupes les sangles. Il n'y a pas de boîte pour les ranger après les avoir ouvertes. Le dernier jour, dans l'après-midi, j'ai donc livré calmement une camionnette chargée de paperasse à un groupe d'avocats onéreux qui paniquaient à la vue des chariots de paperasse empilés dans leur salle de conférence. J'ai volontairement mis tous mes documents personnels et les petites questions en bas. Il n'y a pas assez d'argent dans la ville pour payer les avocats, ne serait-ce que pour toucher à ce bordel, et encore moins pour le parcourir. Nous avons conclu un accord peu de temps après, et j'ai envoyé quelques employés récupérer mes documents, non ouverts. Opi a même posté une image de la monstruosité que c'est. Le carton a l'air suffisamment grand pour pouvoir faire rentrer plusieurs personnes, et chaque bloc de papier a l'air compressé au possible, et les sangles, effectivement, on a l'impression que si on en coupe ne serait-ce qu'une, il y a tout qui va exploser. On peut littéralement dire qu'Opi a enterré cette affaire sous une montagne de paperasse. Ouais, il a fait ce qu'on lui a demandé. La deuxième histoire est postée par NL Derek. J'ai travaillé comme répartiteur du 911, c'est le numéro d'urgence aux États-Unis pour ceux qui ne savent pas. Et j'ai un jour pris l'appel d'une dame qui se plaignait d'un homme noir qui marchait dans la rue. Il ne faisait rien de mal, sauf, comme elle l'a dit, qu'il est noir et qu'il marche dans la rue. Elle a insisté qu'un agent soit envoyé pour lui parler, et nous avions une politique selon laquelle nous devions envoyer un agent. Alors, j'ai envoyé le seul officier noir en service. Ce n'était pas dans sa zone, mais un message informatique envoyé à lui et au superviseur lui a fait comprendre pourquoi il y allait. Quand il est arrivé, elle a pété les plombs et a appelé à nouveau en criant qu'il y avait maintenant un homme noir qui frappait à sa porte. J'ai répondu « Oui, c'est l'agent de police que vous avez demandé ». Finalement, j'ai dû envoyer le superviseur parce qu'elle refusait d'ouvrir la porte et faisait une grosse crise au téléphone. C'est difficile de croire qu'il y a encore des gens comme ça aujourd'hui quand même. La troisième histoire est postée par Striker Eureka. Je livre de la nourriture pour une grande entreprise afin de gagner ma vie, et bien que la plupart de nos clients soient très gentils, nous avons de temps en temps une personne qui nous rend fou. Une cliente a demandé que sa nourriture soit livrée à 17h30. J'ai quitté le magasin vers 17h20, sachant qu'il me faudrait environ 10 minutes pour y arriver. J'ai fini par être coincé derrière des conducteurs lents, et je suis arrivé à 17h34. Cette femme a pété les plombs. Elle me criait dessus, et me disait que lorsqu'elle demande quelque chose pour une heure précise, il vaut mieux que ce soit là, à cette heure-là, ni plus tôt, ni plus tard. J'ai compris où elle voulait en venir, mais pour diverses raisons, notamment que les livreurs ne conduisaient pas dangereusement pour arriver à l'heure indiquée, nous ne pouvions pas garantir que ça arrivera à l'heure pile. Elle n'a rien voulu savoir. Pas de pourboire, mais ce n'était pas une surprise vu sa réaction. La semaine suivante, la même femme a commandé à nouveau pour la même heure.
Cette fois-ci, nous avions plus d'aide en magasin et j'ai fait sortir la commande plus tôt que d'habitude. J'ai pensé, puis merde, et je suis allé chercher quelque chose à manger. Je me suis garé dans la rue d'à côté et j'ai mangé lentement, puis j'ai livré son repas à 17h30 exactement. Cette fois, elle était sur son téléphone et ne m'a pas dit un mot. Encore une fois, pas de pourboire. Ce processus s'est répété, mais j'ai fini par apprécier d'avoir du temps tranquille pour manger, même si je ne recevais pas de pourboire. Un jour, j'étais d'humeur particulièrement espiègle, et j'ai décidé de m'asseoir devant chez elle et de manger mon déjeuner. Quand j'ai finalement sonné à la porte, à 17h30, elle a immédiatement ouvert sa porte et a crié « Étais-tu assis à l'extérieur de ma maison pendant tout ce temps avec mon repas ?»« Oui. »« Pourquoi diable ne me l'as-tu pas apporté alors ?»« Parce que tu as dit que lorsque tu commandais quelque chose pour 17h30, tu le voulais à 17h30. Il est 17h30. Je ne voulais pas te l'apporter trop tôt. » Pas de pourboire, ça valait le coup. Tout ça parce que le livreur est arrivé avec 4 petites minutes de retard. Elle s'est fait prendre au mot et c'est tant pis pour elle. La 4e histoire est postée par PME Your Piercing. Bien que je travaille dans un rôle de vente très stressant et très technique, je crois que lorsque tu es en vacances, tu ne travailles pas et tu te déconnectes. Chaque fois que j'étais en vacances et que mon responsable me demandait quelque chose, je lui envoyais un courriel. « Tu me demandes de travailler pendant mon temps libre ?» La réponse était toujours quelque chose comme « Oui, j'ai vraiment besoin que ce soit fait. » Après avoir travaillé, je réclamais le temps de congé sur le portail employé du site de l'entreprise. J'ai enregistré chaque email. La semaine dernière, les RH ont lancé un nouveau portail qui nous permet de voir combien de jours de congé et de jours maladie il nous restait. Il manquait environ 2 semaines à mon solde de vacances. Lorsque j'ai alerté les RH à ce sujet, ils ont dit qu'ils avaient repris une partie du temps que j'avais récupéré parce qu'ils estimaient que j'abusais du système. Je leur ai ensuite envoyé tous les emails de mon responsable me demandant de travailler, en documentant le fait que ce n'était vraiment pas du temps libre. J'ai également inclus un lien vers la loi de l'État, indiquant que même une minute travaillée dans la journée comptait comme une journée complète. Je suis salarié. Mon solde de congé payé m'a rapidement été rendu. Et comme Opi l'a si bien compris, les vacances, c'est sacré. La 5e histoire est postée par Jumboface. C'est une histoire de ma mère. Elle a toujours été incroyablement têtue, mais cela me rappelle beaucoup mon adolescence. Une fois par an, elle nous demandait toujours de tout sortir du garage, beaucoup de cartons. Ma mère a une quantité impressionnante de trucs, pour que nous puissions le fouiller et le nettoyer / réorganiser. Cette année-là, le couple qui possédait la maison en face de chez nous, des rénovateurs de maison, était en train de vendre leur maison. Mécontents de l'allée disgracieuse de ma mère, couverte de cartons qui salissaient leur bonne image, ils ont passé un appel à l'association des propriétaires. Lorsque ma mère a reçu la lettre, le désordre avait été rangé, mais ils ont décidé de lui faire part de quelques autres plaintes, comme les vélos contre le côté de la maison et les graviers inégaux. Elle avait 2 semaines pour que tout soit conforme aux normes. Mesquine et facilement frustrée, ma mère a tout de suite su qui appeler, puisque le couple était carrément venu lui dire qu'avec leur rénovation, ils allaient vendre cette maison pour beaucoup plus que n'importe quelle autre maison dans ce quartier, et qu'ils apprécieraient qu'elle respecte cela, en gardant sa propriété nickel. Pendant les 2 semaines suivantes, tous les cartons du garage étaient dans notre allée. Le canapé et la télévision du salon sont venus ensuite. C'était le début de l'été, donc le temps était parfait pour s'asseoir dans sa cour, en short et soutien-gorge de sport. Ma mère s'assurait de saluer et de sourire chaque fois qu'ils amenaient quelqu'un pour une visite. Mais l'étape finale est arrivée à la fin de ces 2 semaines. Après que le jardin ait été nettoyé et approuvé par l'association, ma mère est allée au Walmart local et a acheté un panneau à vendre. Elle a écrit environ un quart de leur prix ridicule et a terminé avec un gros « vendu » écrit sur le panneau et l'a mis devant la maison. Je n'ai aucune idée du prix auquel ils ont fini par vendre leur maison. Elle est restée vide pour un certain temps, donc je suppose que le prix était inférieur à l'offre. Le trop long « j'ai pas lu » ne dit pas à ma mère qu'elle dévalorise ta maison, ou elle fera tout son possible pour le faire, tout en respectant les règles de l'association des propriétaires. Eh ben bien fait pour ces rénovateurs de maison, qui auraient pu tout à fait être polis et aller les voir et demander si les cartons allaient rester longtemps sur le trottoir, ou si c'était juste temporaire, avant d'aller directement se plaindre à l'association des propriétaires. Sérieusement, on est tous humains, non ? On peut communiquer entre nous sans directement aller voir les autorités. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.